proposé cette interview sur le thème de la nation et de l'identité. C'est un thème en effet extrêmement actuel, difficile, délicat, parce qu'on voit bien dans le contexte qui est le nôtre, en France, en Europe et même plus largement, je dirais, dans le monde occidental, que s'affirment de plus en plus des phénomènes qu'on qualifie en effet d'identitaires, de populisme, d'extrémisme, enfin toutes sortes de mots qu'on accole à ce problème. Et puis il y a aussi, il faut bien le dire, pour ce qui est de l'Europe, l'impasse très grande dans laquelle se trouve le projet européen et donc l'Union européenne. Donc je crois que la question de l'identité de la nation retrouve en effet un regain d'intérêt. Reste à savoir comment on pose en effet cette question. C'est une question aussi qui interpelle fortement les traditions religieuses, spirituelles et bien sûr le christianisme, et j'ajouterais même le catholicisme, puisque nous sommes dans un pays de tradition et d'histoire chrétienne et catholique. Alors il me semble qu'il faut aborder la question sous, je dirais, au moins deux angles. Un premier angle, bien sûr, c'est, puisque je viens d'évoquer le rapport à la tradition chrétienne, il y a un angle théologique, et puis il y a un angle bien sûr historique, parce que nous avons une histoire, on ne peut pas évacuer la question de l'histoire, elle est même centrale. J'ajouterais que c'est pas forcément un angle supplémentaire, mais c'est quand même ensuite tout l'intérêt, c'est l'enjeu actuel. Puisque au fond, c'est de là dont on parle, on n'est pas dans une histoire antiquaire, on est dans des questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Anthropologique, je dirais que, bien sûr, le nationalisme n'est pas compatible avec le christianisme. En revanche, et c'est la confusion dans laquelle nous sommes, ce serait de rabattre l'idée de la nation et l'identité qu'elle comporte, et j'élargirai la question autour de la culture, la civilisation, c'est de rabattre la nation de ce côté-ci. Et à ce moment-là, on est mal parti. Je dirais même qu'on est dans des débats très, très binaires qui opposent un nationalisme étroit à un universalisme qui se veut généreux mais qui est totalement indifférencié. Et c'est là que la question théologique, pour nous chrétiens, me paraît être décisive. Et là, il y a effectivement une compatibilité totale entre une réflexion, entre notre tradition chrétienne et la nation, et je dirais même au fond une réflexion théologique sur la nation. Et je crois tout simplement, parce que, enfin tout simplement, c'est un point fondamental de notre foi, nous réclamons, nous sommes des disciples comme chrétiens, d'une personne, Jésus, que nous confessons comme Christ, donc il s'est incarné. Et quand on dit que Dieu s'est fait homme, c'est vrai, évidemment, mais il faut être plus précis. Le Verbe s'est fait juif. Il s'est incarné, autrement dit, dans un peuple. Alors, peuple et nation, ce sont deux mots différents, il ne faut pas non plus les confondre, mais il y avait quand même, on peut dire, une nation juive, même si elle était bien mise à mal et occupée, finalement. Dieu s'est révélé en Jésus dans un contexte historique où le peuple juif est un peuple occupé, qui n'a plus d'état politique, quoi. Il n'empêche qu'il a eu une histoire, hein, et la révélation chrétienne s'inscrit dans cette histoire, et donc il y a un rapport, au fond, dans l'incarnation, avec la particularité d'un peuple, et au fond, par extension, on peut dire d'une nation. Ça, c'est un premier point, et un point capital dans la mesure où, en même temps, l'originalité chrétienne, c'est de ne jamais, justement, enfermer cette révélation dans un peuple ou une nation, puisque si Jésus prêche d'abord aux Juifs, il va ensuite, on le voit bien dans les évangiles, il prêche aussi, puis alors a fortiori, c'est encore plus vrai pour les apôtres, il prêche aux nations. Hein. Paul, qui se convertit, est l'apôtre des gentils, comme on dit à ce moment-là, donc l'apôtre des nations. D'ailleurs, le terme lui-même est significatif. Autrement dit, il y a à la fois, dès le départ, dès le christianisme primitif, à la suite de l'événement Jésus, de sa prédication, de son incarnation, il y a au fond une tension féconde
entre ce qui est du particulier et ce qui est du universel, c'est-à-dire, autrement dit, pour nous, la catholicité, finalement. Bon, c'est un terme, bien sûr, beaucoup plus tardif, mais il y a le rapport aussi aux nations. Hein. Et l'Église, finalement, ça n'est plus un peuple, en effet, c'est un peuple de peuples. Alors, bien sûr, elle n'est pas une nation en tant que telle, l'Église, c'est l'Église. C'est une appartenance extrêmement originale et unique en son genre, d'ailleurs. C'est la seule religion qui puisse dire « nous appartenons à ce peuple de Dieu », comme un peuple de peuples, par les sacrements. D'ailleurs, c'est la question sacramentelle, d'ailleurs, extrêmement importante, puisque finalement, on n'est pas des citoyens, si je puis dire, ou des citoyens du ciel, mais non pas par une appartenance ethnique, mais par un choix, une adhésion. Mais ça forme bien ce que j'appelle un peuple de peuples, qui donne le sens spécifiquement chrétien de l'universel, mais un universel qui s'inscrit dans le mystère de l'incarnation. Donc il prend la suite même de l'incarnation du Christ. Donc une tension toujours permanente entre incarnation, particularité et universalité, mais une tension féconde parce que justement elle n'enferme pas la conception chrétienne de l'appartenance nationale à du nationalisme, en effet, à quelque chose d'étroit, et en même temps elle ne conçoit pas, le christianisme ne conçoit pas l'universalité comme étant quelque chose de fade, d'incolore, d'inodore, d'indifférencié ou d'indistinction. Et c'est ce qui nous démarque aujourd'hui complètement, me semble-t-il, d'une vision de l'universel qui apparaît de plus en plus comme étant une vision justement très indifférenciée, très indistincte, un universel direct, on pourrait dire, hein, et qui tente à éroder la particularité des identités et des cultures. Et là, je crois qu'il y a précisément, en raison même de sa prédication initiale, de sa doctrine, de sa foi, le christianisme a quelque chose à dire de très particulier sur la nation. Alors, en même temps, on voit bien, et ce moment historique est important pour nous, mais il fait réfléchir ensuite au-delà de la seule France, et on peut en venir à des questions d'aujourd'hui. On voit bien, si on prend l'exemple français de la Révolution française, que à la fois ce pays déclare des droits de l'homme, donc c'est un caractère d'universalité, mais en même temps du citoyen, qui a là un caractère de particularité. Et en même temps, un an plus tard, en 1790, il éprouve le besoin justement d'avoir une Église nationale, c'est-à-dire au fond d'avoir une cohésion. Donc on voit bien la tension entre l'universel et le particulier, et qui là devient une tension tout à fait moderne. Elle n'est plus liée, en fait, elle va se détacher du christianisme. C'est une tension tout à fait séculière. Aujourd'hui, hein, je brosse tout cela bien sûr à très gros traits, aujourd'hui on est dans une situation où les droits de l'homme ne sont plus ils ne sont plus vraiment évoqués, je dirais même plus du tout, en termes d'une articulation de droits de l'homme et du citoyen. Alors je ne dis pas que ça n'est que négatif, parce qu'on voit bien l'universalisation de la question, je pense évidemment à la déclaration de 1948, mais avec ce problème depuis, je dirais, dans l'Europe d'après les deux guerres mondiales, à savoir une vision des droits de l'homme extensible, et qui sont devenus, au fond, non pas simplement le respect des droits contre l'arbitraire, ce qui est tout à fait, bien sûr, légitime, défendable, et l'Église elle-même s'y est ralliée. D'ailleurs, on voit bien, il y a là tout un contentieux historique sur lequel, ici, je n'ai pas le temps d'insister, mais on voit bien combien l'Église, depuis Vatican II, a ensuite fait ce choix autour de la question de la dignité de la personne humaine, d'un ralliement à sa façon propre à cette question des droits de l'homme, alors qu'elle les avait combattus au XIXe siècle. Mais des droits de l'homme qui ne sont plus que cela, mais qui apparaissent, à mon sens, comme une sorte d'idéologie, si vous voulez, qui, au fond, deviendrait le critère d'appartenance des peuples, des nations, de nos démocraties modernes, une sorte de critère éthique extensible à l'infini, et qui se confond très largement, il faut bien le dire, avec une conception de droit illimité de l'individu.
peut dire ça, les droits correspondant au fond désir illimité de chacun de sa reconnaissance. Alors la reconnaissance, évidemment le désir de reconnaissance est un désir parfaitement légitime, parfaitement fondé, mais on voit la limite quand en effet il n'y a plus de limite, en quelque sorte. Hein. Et la nation apparaît dans ce contexte, surtout après ces deux guerres mondiales, comme étant quelque chose d'archaïque, de passéiste, parce que elle est regardée comme étant facteur de guerre, par une lecture qui me semble fausse. Alors on pourrait le dire à la rigueur de la guerre de 14-18, encore qu'on était déjà dans une logique nationaliste, mais pire que tout, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où en fait c'est même plus du nationalisme, c'est du racialisme avec le nazisme en particulier, la confusion dans laquelle nous sommes entre nation et puis logique impériale de conquête, de domination, fait que la nation se retrouve la grande victime de cette affaire. Je dirais qu'à la fois ce qu'on peut appeler péjorativement un droit de l'hommisme ambiant actuel, et puis un rapport faux et archaïsant et jetant le doigt accusateur sur la nation comme tous les maux portant tous les péchés en quelque sorte de l'Europe depuis le XXe siècle. Alors, devant cette situation, bien sûr, on voit bien le problème, c'est comment retrouver une cohésion et dans des sociétés qui, de surcroît, ça c'est un troisième élément qu'il faut ajouter, qui sont devenues de plus en plus, pas simplement multiculturelles, mais multiculturalistes. Hein. Ce n'est pas la multiculturalité en soi qui est contestable. Toute société, au fond, a toujours été plus ou moins multiculturelle. La France est faite de quantité de régions, et quoi de commun entre un Occitan, un Breton et un Alsacien, hein, qui tous d'ailleurs sont devenus français à des étapes très différentes de notre histoire. La géographie, l'espace politique de la France n'a pas toujours été le même, il était très évolutif. Donc la multiculturalité est un fait, tout simplement, d'histoire et incompressible. Ce qui est beaucoup plus discutable, c'est le multiculturalisme qui lui aussi, et se greffant, à mon avis, sur cette approche idéologique des droits de l'homme, devient aussi une forme de manière de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, le fameux vivre ensemble, qui devrait faire cohabiter toutes sortes de cultures fragmentées. Et cette cohabitation, on le voit, est problématique et active, ou réactive d'une manière extrêmement, à mon avis, périlleuse, pour ne pas dire dangereuse, les identités. Les identités des minorités culturelles, l'identité de ceux qui se reconnaissent dans une majoritaire dans l'histoire de ce pays, c'est-à-dire les Français de souche, qui est une expression terrible quand on y réfléchit bien. Là, on est devant une situation qui est en effet dangereuse, puisque le mot culture, au fond, devient quelque chose de fragmenté. Chacun a sa culture, son appartenance communautaire, mais il n'y a plus d'appartenance à du général, hein, et qui est justement, me semble-t-il, le propre même de la nation. Et là, on est au cœur des questions d'aujourd'hui. Et on a perdu aussi tout roman national dont je n'ai pas la nostalgie, mais toujours, en tout cas, ce qu'il faudrait, à mon avis, retrouver, c'est un récit national, hein, qui nous rassemble. On s'identifie forcément à une histoire commune. Sinon, qu'est-ce qui fait que l'on est ensemble, hein? Qu'est-ce qui fait que l'on se définit comme Français? Et on ne peut pas se définir comme Français, ou de tout autre pays, en invoquant simplement des valeurs, comme on dit aujourd'hui, des notions finalement très abstraites, qui ne sont pas illégitimes, mais qui sont trop abstraites pour que l'on puisse avoir un terreau commun, un substrat commun. Hein. Et ça, c'est beaucoup plus concret. Hein. Et la nation, dans ce sens-là, me paraît être en effet une référence nécessaire à retrouver. Hein. Dès l'instant où, comme je le disais tout à l'heure, la nation est redécouverte comme une notion non pas nationaliste, mais tout simplement sereine, paisible. Nous sommes très tranquillement des Français, comme les Italiens sont des Italiens, et ainsi de suite. Ça veut dire quelque chose. Voilà. Et je crois que ça nous aiderait, et j'en suis même très convaincu, ça nous aiderait, nous, comme ceux qui sont les Français, je dirais, d'ancienne date, je dirais, et ceux qui sont au départ des étrangers et sont accueillis dans ce pays, à faire partie, à entrer dans ce récit national. Et donc, à dire, bon, bah oui, on a été reçus, donc on rentre dedans. Voilà. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas une nation niveleuse, c'est une nation intégratrice. Et là,
alors j'en reviens du même coup aussi au début de mon propos, à savoir l'angle théologique. Les chrétiens, l'Église a, à mon avis, quelque chose à dire de fondamental, parce que précisément, elle est cette institution qui se réclame d'une foi, qui a toujours, en fait, qui a une longue expérience historique de cette tension entre le particulier et l'universel, et qui est une tension absolument féconde et vivante, hein, et non pas quelque chose de mortifère, mais de vivant. Alors, il y a un dernier point quand même que je voudrais évoquer, et par rapport auquel, d'ailleurs, le christianisme a justement quelque chose de très fort à dire, c'est la question qui est redevenue d'actualité, on le voit dans un certain nombre de journaux ou dans des articles, des ouvrages, c'est la question des frontières. Bien sûr, c'est lié. Hein. La question des frontières, la question de la nation se lie à la question de la frontière. Autrement dit, il y a la question de la limite. Hein. Et elle se lie aussi, évidemment, avec la question d'identité. Alors, pourquoi les frontières? Les frontières ne sont pas des murs. Hein. Et là aussi, il y a une confusion, comme de même qu'il y a une confusion entre nation et nationalisme, il y a une confusion entre frontières et murs. Hein. Et cette confusion repose sur le fait que l'on conçoit cet universel comme un universel indifférencié, d'indistinction, qui ne tolérerait plus la limite, comme les droits de l'homme n'ont plus de limite, au sens où l'individu ne se penserait plus que comme un être de droit, les communautés politiques, au fond, ne seraient plus des espaces limités, mais qui doivent accepter une sorte de sans-frontiérisme, de l'illimité, et qui est évidemment là aussi périlleux, dans la mesure où c'est un véritable dissolvant de toute possibilité d'un récit historique commun, et qui nous permet d'ailleurs de rencontrer les autres, ceux qui ne sont pas de cette nation. Donc la nation n'est pas une fois encore un enfermement en soi, mais une ouverture à l'autre. Donc les frontières ne sont pas des murs. Et on peut comparer dans ce sens-là les frontières que pose la nation et toute communauté politique, je dirais, structurée, au fond, à nos corps d'individus. On pourrait faire cette analogie. Nous sommes tous, ne sommes pas des faux follets, nous avons une âme et un corps, donc une limite. Toucher le corps de l'autre sans son consentement, c'est évidemment quasiment un viol, voire ça l'est carrément. Donc on voit bien qu'on touche à quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre du physique ou du charnel, mais quelque chose qui est symbolique. On touche à l'identité symbolique de quelqu'un, donc ce qui est évidemment extrêmement grave. Eh bien, c'est du même ordre. Les nations sont des corps collectifs dans ce sens-là. Et on voit bien qu'on est dans cette archaïsation, je dirais, de la nation et ce déni il y a un déni de la limite et un déni de la frontière. Et le lien qu'on peut établir avec les corps individuels, je dirais, c'est celui qui se vérifie, au fond, dans le problème d'une généalogie. On l'a vu d'ailleurs, au fond, concrètement, avec la bataille qui a été menée et que vous connaissez bien du mariage pour tous. Ce débat en arrière-plan pose la question du rapport. On l'a bien vu, il y a la question de la filiation, bien sûr, mais il y a la question donc de la généalogie. Il y a une histoire. Alors, ça n'exclut pas l'adoption, par exemple. Comme ça, on n'exclut pas l'accueil de l'étranger. Bien sûr, il y a l'adoption, quelque chose même de très beau en plus. Mais pas dans le déni d'une généalogie, d'une histoire familiale, d'une histoire... Et de même, la nation, c'est aussi une généalogie. On vient de quelque part. Et ça, c'est le gros problème de nos sociétés européennes occidentales qui se conçoivent, et en raison notamment des guerres, qui se conçoivent comme, au fond, détachées de tout rapport à un héritage historique. Alors c'est là que la question, je dirais, ce qui relève de la généalogie au plan plus individuel ou familial, se pose aussi au plan collectif, mais je dirais qu'il faut introduire la notion d'héritage. Nous sommes des héritiers, parce que nous venons de quelque part. Et c'est à partir de cet héritage que nous pouvons faire du neuf et être des modernes. Il ne s'agit pas d'être dans la nostalgie, dans une pure répétition du passé. Ça n'a pas de sens, c'est de toute façon rigoureusement impossible. Et ça n'a jamais été en fait le cas. Donc, mais nous sommes dans une véritable, un rapport vivant au présent et au futur, parce que nous sommes conscients d'être des héritiers aussi. Et dès l'instant où on perd cette conscience-là, eh bien on perd toute conscience collective de soi, et donc on ne peut pas se projeter véritablement
dans un futur vivant, dynamique et concret et incarné. Hein. Et là, une fois encore, le christianisme, l'Église, a un atout théologique, spirituel absolument considérable à apporter dans ce rapport à la généalogie et aux héritages, et qui n'est pas du tout archaïque ou passéiste, mais qui est au contraire porteur d'une véritable modernité pour le XXIe siècle. Nous avons l'héritage de la Grèce antique, nous avons l'héritage de la Rome antique, et Dieu sait que l'Église a largement une dette, je dirais, par rapport à la philosophie grecque, et au travers de l'Église de l'Europe. C'est vrai aussi de la romanité et du droit. Donc la Grèce antique et la Rome antique se sont pérennisées, en fait, grâce au christianisme et à l'Église médiévale. Donc il y a une sédimentation des deux. Hein. Au fond, l'un doit à l'autre, réciproquement en fait, parce que l'Église aussi, finalement, si elle n'avait pas été là, Rome et la Grèce, aujourd'hui, à la limite, ce serait que des antiquités mortes. Hein. Donc il y a la raison philosophique, il y a la raison juridique. Tout le droit canonique, par exemple, est très marqué par le droit romain. Donc on ne doit pas, il n'y a pas que des héritages chrétiens dans ce sens-là, mais le christianisme a évidemment été la matrice, je dirais, dans ce sens-là. Hein. C'est lui qui a fait souche, et donc il a permis à l'Europe d'être ce qu'elle est pendant des siècles. Hein. Et même, puisque nous parlions des droits de l'homme, quand on voit toute l'importance de la question de la personne dans le christianisme, puisque notre Dieu, le Dieu trinitaire, est un Dieu personne. Hein. Le concept de personne qui vient d'ailleurs du droit romain aussi, hein, et qui a été théologisé, hein, et qui a permis de définir ce que sont les trois personnes divines de la Trinité. On voit bien là ce métissage en quelque sorte d'héritage, mais à partir de là, le christianisme était porteur du sens de la dignité de la personne humaine, et de là, je dirais, je pense à tout l'humanisme classique, même s'il s'est retourné contre le christianisme, avec la question des droits de l'homme. On voit bien là, il y a un lien évident. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a eu l'Inquisition, il y a eu de l'intolérance, tout ça, on ne peut absolument pas le nier. Mais c'est ce qui était aussi paradoxalement facteur d'une montée en puissance très, très forte de l'idée de conscience, et puis de là de tolérance déjà, je ne pense pas à l'humanisme d'Érasme au XVIe siècle. Hein. Donc on n'a pas attendu simplement les révolutions du XVIIIe siècle pour en arriver. Ça s'est préparé sur un terrain chrétien, hein, et par des luttes, des conflits, des discussions entre chrétiens eux-mêmes. Donc dans ce sens-là, il y a un fort capital, comme aurait dit Renan, d'héritage chrétien. Même si Renan était devenu par ailleurs rationaliste, mais il y a cette notion chez lui, ça que j'aime bien chez lui, c'est cette notion d'héritage. Et ça, c'est par rapport à la question de la nation tout particulièrement. Derrière cela, il y a la question, bien sûr, il faut peut-être y revenir, de l'identité, hein, que j'ai peut-être d'ailleurs un peu gommé au passage, même si elle est sous-jacente en réalité. Bien sûr, l'identité, c'est un terme piégé, c'est un terme difficile, hein, parce que sa pente naturelle, c'est d'entretenir une sorte de rapport un peu essentialiste, c'est-à-dire au fond il y a une essence intemporelle, une identité qui serait fixe. Hein. Ce qui en réalité est faux. Reprenons, je dirais, une analogie avec nos individualités respectives. Quand on se regarde, quand on a déjà un peu vécu, on sait bien que, on se regarde, en réalité, ce que je suis aujourd'hui n'est plus tout à fait ce que j'étais hier ou avant-hier. Et en même temps, il y a des quantités constantes. Ou alors, ça voudrait dire que je ne serai plus du tout le même homme ou la même femme, ce qui est évidemment aberrant. Hein. Donc il y a du continu au travers des évolutions. Hein. C'est un jeu permanent des deux. C'est exactement la même chose pour les collectivités. Hein. Et donc l'identité, si elle est comprise comme une formation historique évolutive, comme l'identité des individus est une formation psychologique évolutive, pas de difficulté. Hein. Simplement que, comme la question est aujourd'hui piégée par les débats et les luttes pour l'identité qui sont menées dans cette perspective très fixiste, finalement, hein, c'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas que nous, chrétiens, qui avons la conscience légitime des héritiers, de ceux qui ont contribué à l'histoire de ce pays, d'en faire un cheval de bataille crispé, et en orientant beaucoup plus la question
du côté de la culture, même si une culture, évidemment, elle-même aussi est évolutive. Mais la culture, c'est quand même ce qui fait que nous sommes des humains ayant la conscience d'une appartenance. Hein. Une culture, elle est diverse toujours. D'ailleurs, j'évoquais au travers du christianisme les héritages grecs et romains. C'est pluriel, c'est ainsi. Une culture n'est jamais un monolithe. Mais la culture est nécessaire parce que c'est ce qui fait que nous ne sommes pas simplement des êtres de nature. Donc nous sommes des humains, nous sommes des civilisés dans ce sens-là. Et toute civilisation a apporté d'ailleurs sa culture, c'est des mots qui se croisent. Et au travers de la culture, on retrouve aussi la question de l'histoire. Il n'y a pas d'héritage historique sans culture, et réciproquement. Donc tout ça se tient. Alors, par rapport à la question spirituelle, je dirais qu'il ne faut surtout pas opposer... Enfin, il y a deux écueils, qu'il faut éviter. Le premier écueil, c'est d'opposer, au nom d'une espèce de purisme ou d'aristocratisme de la foi, c'est la foi à la culture, ou à l'identité. Ni l'un ni l'autre, parce que sinon c'est une foire seule. Je pense par exemple à un des derniers livres de l'islamologue Olivier Roy sur la religion sans culture. On est effectivement dans ce monde-là. Invoquer, par exemple, je sais pas, par exemple, que la crèche, prenons l'exemple de la crèche, puisque c'est un sujet que nous avons eu l'occasion d'aborder, elle ne serait que le symbole d'un culte, et elle serait détachée de toute signification culturelle, est à mon avis très risqué. Parce que c'est d'une certaine manière prendre le risque de culpabiliser ceux qui n'ont plus de foi, en fait, qui n'ont plus d'appartenance spirituelle depuis longtemps. Et donc la crèche, c'est un pur fétichisme culturel. Alors ça peut être ça, effectivement, mais il n'empêche que moi, par exemple, j'appartiens à une famille absolument donc pratiquante depuis plusieurs générations. Dans mon enfance, on avait toujours une crèche. C'était inimaginable de ne pas avoir de crèche. Et éventuellement, j'ai dit bien éventuellement, ce n'était pas toujours le cas, mais mes parents disaient c'est Noël, nous irons à la messe de minuit. Et voilà un exemple. Je veux dire. Mais parce que c'était encore une époque, il y a 40 ou 50 ans, où on n'était pas dans ce genre de problématique, où de fait, ça allait de soi. On était conscient d'appartenir quand même à une culture, même si effectivement la foi n'était pas là ou très superficielle. Donc l'opposition foi, identité, culture n'est pas, à mon avis, une bonne chose, parce que la foi en passe par des médiations culturelles. Prenons un autre exemple. Pour rester d'ailleurs dans la fête de Noël, et derrière la fête de l'incarnation, d'ailleurs encore en plus, bon, quel symbole. On sait tous très bien aujourd'hui que, par les historiens, les spécialistes de la liturgie d'ailleurs aussi, que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bon, c'est une pure naïveté, bien sûr. Donc ce choix du 25 décembre a été fait, je crois, à partir du IVe siècle, pour honorer la fête de l'incarnation, de la nativité, donc à une époque où le christianisme est enfin devenu la religion de l'Empire. Et donc le christianisme s'était vraiment substitué à la religion païenne. Et donc le solstice d'hiver est devenu la fête de la naissance du Christ. Mais qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est effectivement une inculturation du christianisme dans une société qui était encore très païenne en fait, et donc qui s'est christianisée par des éléments culturels antérieurs. Donc si on sort, alors avec le risque de le rapport à la paganisation, bien sûr, il y a toujours des risques, mais si on sort de ce rapport à la culture, on est dans une foi qui va devenir purement individuelle et psychologique. Et on en revient à cet individu hors sol qui ne serait plus qu'un être semé d'espèce d'élitisme comme ça. Bon, mais ça n'a plus de sol, quoi. Alors, bien sûr, l'autre écueil, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai, mais cet autre écueil, à mon avis, est la conséquence du précédent. C'est de considérer que, bien sûr, il faut s'accrocher à son identité, quitte à ce qu'il n'y ait plus rien derrière, c'est notre identité. Bon, alors, bien sûr, il est bon de rappeler que l'identité elle a un support spirituel, surtout quand on est chrétien, ça va sans dire.